Bonjour, j'aimerais m'exprimer en français sur la zone grise et les mutations humaines, des recherches que je conduis depuis plusieurs années. C'est né à partir d'un travail sur les zones aveugles de la planète, les zones que l'on ne voit pas. En effet, la zone grise, elle s'adresse à des zones neutres qui vont au-delà de la réalité binaire A et non A. Je m'explique. La vie de tous les jours, dans notre quotidien, où on a affaire à des soucis matériels, des réalités très concrètes, on a l'habitude de fonctionner avec une boussole assez simple, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le bon, le mauvais. Le problème, c'est que cette boussole assez simple qui nous permet de nous mouvoir dans notre quotidien occidental, euh, judéo-chrétien pour la plupart d'entre nous, ou laïque, ou spirituel laïque, mais en tout cas avec des valeurs assez connues, que ce soit les valeurs des droits de l'homme, ici à Montréal, au Canada, le droit des chartes, la charte des droits et libertés, pardon. Donc fondée sur la question des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant. Pour nous, il y a des valeurs, des choix de liberté, d'égalité, de fraternité, de connivence, d'entraide, qui sont assez évidents normalement et auxquels on se rallie quotidiennement et de façon presque automatique. Mais nous sommes dans un monde de plus en plus pluriel où je dirais que la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme et de l'enfant et maintenant aussi des animaux et de l'environnement qu'on essaye d'élargir à tout l'environnement ne sont pas une évidence dans plusieurs pays. Par exemple, prenons le cas de la monogamie, un homme et une femme. De plus en plus, ce modèle de couple qui était une évidence il y a 50 ans est questionné. Et dans certains endroits, la polygamie est possible. Dans d'autres endroits, la femme n'a pas une égalité ni de fait, ni de droit. Donc, ce qui est évident dans notre quotidien, les moins, dès qu'on se transporte dans d'autres zones de la planète, y compris des zones dites aveugles, de grande misère ou de grande souffrance, où c'est la loi de la survie qui impose sa direction et sa boussole. Et on n'est pas dans D'Artagnan, un pour tous et tous pour un, hein, loin de là, c'est chacun pour soi. Ah oui, mais le problème du chacun pour soi, c'est qu'on le retrouve ici aussi. Et le problème de cette dispute et de cette compétition à outrance où tous les coups sont permis, on peut le retrouver ici aussi. C'est-à-dire que ce qui paraissait au départ quelque chose de bon, comme acquis du fait d'une certaine éducation, l'est de moins en moins et comment faire pour maintenir cette idée de bien commun à l'horizon, common good, quelque chose qui nous unisse, qui nous permette de vivre ensemble, de vivre avec soi-même assez paisiblement aussi, parce qu'on a, entre guillemets, la conscience tranquille, qu'on est en paix avec son oreiller le soir.
et qu'on a l'impression de faire de son mieux. Bon, tout ça, ça paraît presque une idée reçue. Eh bien, il va falloir sortir de notre zone de confort, cette zone de confort occidental, des droits de l'homme universels, ou cette spiritualité laïque, ou cette charte des droits et libertés, sortir de cette zone où nous sommes à l'aise pour aller croiser le fer avec des personnes qui ont des valeurs tout à fait différentes. Et comment faire? Eh bien, la zone grise, il y a un moment, le premier moment d'entrer dans la zone grise, c'est un moment de défaire certaines représentations. Ce n'est pas comme on pensait, ce n'est pas aussi facile qu'on le croyait. C'est beaucoup plus compliqué que cela de penser ensemble. Et il y a beaucoup d'utopies, d'idées reçues, à défaire, y compris les nôtres. Et est-ce que ce que nous croyons juste ou injuste, bon, mauvais, laid, beau, euh, est vraiment l'apanage? Est-ce qu'il n'y a pas au-delà de nos cultures, dans d'autres cultures, par exemple, je pense aux Premières Nations, des valeurs qui vont entrer en conflit avec les nôtres et nous amener à voir les choses autrement. Eh bien, donc, il y a un moment de défaire, de déconstruction. De, il y a plusieurs philosophes qui sont des constructivistes, comme Deleuze, comme Derrida, comme Roland Barthes, qui déconstruisent une certaine vision du monde pour nous appeler à une neutralité, pour entendre ce que l'autre a à nous dire, même si c'est dérangeant, même si c'est profondément dérangeant. Et par exemple, quand un homme vous dit j'aime et l'une et l'autre, mais comment vous dites, et ça peut être très dérangeant pour une femme. Ou quand une femme entend que son homme est amoureux d'un autre homme. Que faire? Et ainsi de suite. Je veux dire, plusieurs d'entre nous se sont retrouvés face des questions, à des conflits familiaux dus, par exemple, à l'homosexualité d'un enfant, d'un conjoint auquel on n'était pas préparé. Euh, Par exemple, mais on pourrait aller au-delà et citer la question du port d'un signe religieux ou non, euh, et plein d'autres choses qui portent en elles des conflits, des différences de représentation, des différences de culture, des différences entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Donc parfois, il nous faut déconstruire le fait que notre point de vue est le bon point de vue et que nous avons raison, oui, sur toute la ligne, que le vrai est le vrai, le faux est le faux. Et non, ce qui est vrai pour moi, ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui est beau pour moi, ne l'est pas forcément pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et j'ai beau m'appuyer sur les droits de l'homme depuis ma thèse en 2003 sur la Déclaration des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, il y a de plus en plus de questionnements vis-à-vis de ces droits de l'homme. Ah non, encore cette histoire de droits de l'homme, comme si c'était quelque chose de- Bon, il y a énormément de gens qui sont morts pour ça, mais presque
un discours galvaudé, idéologique, déjà dépassé. Et pourtant, si on y arrivait. Donc, c'est donc mon effort. La première chose, c'est de défaire les croyances que c'est une évidence et que tout le monde va se rallier et que c'est facile. Et la deuxième, c'est que parfois, il faut accepter de ne pas faire. Et là, je m'inspire de Carlos Castañeda qui parlait à Don Juan et qui lui dit, dans, je pense, le livre de l'herbe du diable, tu ne sais pas ne pas faire. Et je me réfère aussi au non-agir, au non-agir des sages, au non-agir des sages taoïstes, mais aussi des moines qui sont en contemplation, des moines qui sont dans des situations d'observer ce qui passe à l'intérieur. Et curieusement, je me réfère aussi aux psychanalystes qui ont une certaine écoute flottante pour les discours et pour leur propre discours. Et que voient-ils tous ces gens qui s'arrêtent, qui ne font pas, qui suspendent l'action, qui se mettent en époché, dirait Husserl? Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a un sacré désordre à l'intérieur de l'être humain et que nos rêves souvent les dévoilent et que tout cela est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, un être humain et avec un autre être humain et un dialogue, parce que ce sont des véritables univers et on se retrouve donc à regarder et on se rend compte ou comme Cornelius Castoriadis que Dieu n'est qu'un sans fond, c'est-à-dire un infini, et qu'on est comme dans une descente en abîme à l'intérieur de l'être, ou que, comme dirait René Barbier, le fond de l'être est flou, le fond de l'être est fuzzy. Alors, euh, les physiciens quantiques nous ont beaucoup aidés, que ce soit Lupasco, le docteur Bassarab Nicolescu, à sortir de cette complexité qui n'est pas, comme dit Edgar Morin, une complication. Et parfois, on est dans la confusion et la complication quand on regarde de près un être humain ou qu'on se regarde. On est, comme dirait, euh, on est dans la confusion des sentiments. Et ça devient quelque chose une journée dans la vie d'une femme, hein. Tout peut chambouler. Et bien non, on a aujourd'hui, pour s'orienter dans une zone grise, certains paramètres, certaines directions j'ai pu l'éprouver, j'ai pu l'éprouver dans des rencontres avec des personnes foncièrement différentes de moi, même à l'opposé de moi, où nous avons eu des moments, des bonheurs de rencontres où les profondes différences se sont abolies. Pourquoi? Parce que nous avons joué carte sur table et que chacun a battu son jeu, a montré ses atouts, a montré les failles de son jeu, et on a pu euh, mettre nos atouts ensemble et parler des failles des jeux de l'un et de l'autre. Et ça, c'est possible quand on a et n'en a, quand l'un et l'autre entre dans une zone, je dirais, non duelle, une zone au-delà du binaire, une zone où nous ne sommes plus séparés,
mais une zone où nous sommes et l'un et l'autre capables de nous comprendre. Et cela se tisse dans une zone grise où l'un, en fait, échange sa place avec l'autre et où l'un est capable d'entendre ce que l'autre a à lui dire. Et c'est là que la guerre peut s'interrompre et cesser. Très souvent, j'utilise, pour m'expliquer de façon imagée, j'utilise la question des masques. Les masques de Venise, les masques de la Commedia dell'arte, les masques africains, les masques du carnaval dans le monde entier, que ce soit le carnaval de Venise, le carnaval au Brésil, la fête des morts au Mexique. Enfin, on voit des masques. Et derrière le masque, eh bien, le masque des cérémonies, le masque des rites, le masque des fêtes où on se permet tout parce qu'on a un masque, derrière le masque, il y a un visage qui est nu. Et chacun de nous a ce visage qui est complètement nu, vulnérable, exposé, et que l'on entend, dit Emmanuel Lévinas. C'est pas un visage que l'on voit, c'est un visage que l'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend, dit Emmanuel Lévinas, quand un homme ou une femme vous regarde des yeux dans les yeux, tu ne tueras point. Ça va très loin. Il avait remarqué que quand quelqu'un vous regarde, il est incapable de vous tuer. Et c'est pour ça, les masques, hein, les bourreaux portent un masque aussi au moment où ils vont tuer quelqu'un. Historiquement. Eh bien, vous voyez, on aborde des sujets qui commencent à devenir profonds. Eh bien, ce visage, ce serait ce visage humain que nous avons tous, ce visage sans masque. Nous sommes nés dénudés, nous sommes nés dépouillés, nous sommes nés complètement à la merci. Il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé, hein, à la merci de toutes les violences. Et cela nous rapproche, cela nous humanise. Nous sommes les uns et les autres porteurs d'un visage. Et un visage, c'est-à-dire une forme humaine, une forme digne, dirait mon professeur à Laval, Thomas de Coninck. Digne, c'est-à-dire quelle que soit sa condition, toujours respectable, même digne d'être enterré, euh, dit-il. Et euh, quand nous entrons dans le monde où A et non-A sont les mêmes, parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils arrivent à un point commun et que en arrivant à ce point commun, ils forment un tout supérieur à la somme des parties, eh bien, nous arrivons là au cœur des travaux de la transdisciplinarité tel que l'a conçu le professeur Bassarab Nicolescu. Il appelait ça l'état T en s'inspirant de Lupasco, c'est-à-dire un état supérieur à A et non A, un état de compréhension où il y a l'inclusion d'un tiers. L'inclusion d'un tiers, c'est-à-dire d'un point de vue tiers. Eh bien, c'est difficile. Difficile liberté, disait Emmanuel Levinas. Difficile liberté. C'est difficile de trouver ce point où nous allons nous mettre en accord, que nous soyons deux, que nous soyons trois, que nous soyons un groupe et que nous ayons la capacité d'aller dans cet état de non-dualité
nous affiner pour travailler ensemble. Je pense que cela implique une condition de possibilité de neutralité d'une part, et d'autre part, une condition de possibilité de vérité, de mettre les cartes sur table, parce que sans cette vérité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas de solidarité. Et lorsqu'on se masque des choses les uns les autres, lorsqu'on voile une partie de la réalité, lorsqu'on ne dit pas tout, ça devient très difficile de se comprendre en profondeur. Et c'est pour ça que la psychanalyse est si intéressante, parce que des fois, on dissimule des choses, c'est pas volontaire, c'est non intentionnel. Bien, oui, il y a des dissimulations intentionnelles, mais il y a des dissimulations non intentionnelles, fortuites, dues à notre discours inconscient, à nos peurs, à nos craintes, à nos aversions, que l'on ne s'avoue même pas à son oreiller. Donc, c'est pas si simple de voir que peut-être c'est pas moi qui ai toujours raison et c'est pas l'autre qui a toujours tort, ou à l'inverse, c'est pas moi qui ai toujours tort. La blonde imbécile, c'est dans toutes les cultures en ce moment, et c'est pas l'homme qui a toujours raison. Euh, et on peut inverser un peu les rôles. On a aussi des choses à dire, nous les femmes philosophes. Et lorsque je lis l'histoire des femmes en philosophie, c'est assez sombre et assez difficile. Donc ça, c'est un autre sujet. J'ai fait des vidéos sur la femme et la philosophie. J'ai publié dans Plastir des articles sur la femme et la philosophie. Dieu sait que c'est une descente en enfer, hein, mais on en sort. Voilà, donc pour récapituler, la zone grise, elle est donc une zone neutre, une zone de vérité, une zone qui se devrait être protégée pour que les personnes qui s'exposent à dialoguer ensemble ne soient pas menacées physiquement et psychologiquement, qu'elles se sentent en paix, qu'elles se sentent sécurisées et à ce moment-là, qu'elles aient l'opportunité de parler en vérité, de montrer leur jeu, d'abattre leurs cartes, d'ôter leur masque pour pouvoir être comprises et se faire comprendre. C'est donc une zone éminemment transdisciplinaire. Donc, j'en dirai plus dans un colloque à l'ACFAS, je pense le 8 ou le 9 mai. Je m'appelle Mariana Thiriot-Loisel. Je suis docteur en éducation, culture et société par la Unicamp, doctorat qui a largement fait l'objet d'échanges avec Lyon 2 Lumière et le professeur Philippe Mérieux et la professeure au Brésil Elisa Angotti-Kosovic. J'ai ensuite fait mon postdoctorat à Laval sur le dialogue entre la philosophie, les sciences et les nouvelles technologies. Donc, vous voyez, je suis toujours en dialogue. Dialogue entre les cultures, les sociétés, les sciences, les nouvelles technologies. Dialogue difficile, dialogue qui demande cette neutralité, dialogue qui demande cette franchise et aussi une certaine ténacité, une certaine endurance, une certaine persévérance dans des zones qui ne sont pas des zones de confort, qui sont des zones grises, qui sont des zones fuzzy, qui sont des zones floues, mais de laquelle peut sortir une vérité qui nous réconcilie les uns avec les autres et qui puisse faire parler les tables de la loi, qui puisse donner une autre vie, une seconde vie, un second souffle aux droits de l'homme, de la femme et des enfants, de la nature et des animaux.
de la planète en somme et qui puisse nous permettre de vivre ensemble. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt dans un prochain vidéo.